Bijoutier d'expérience, Pierre Mercier a été victime de plusieurs braquages au cours de sa carrière. Celui de 2011 lui laisse un souvenir plutôt amer, puisqu'il n'avait rien vu venir. Le braquage se déroule durant toute une nuit, dans une guerre des nerfs difficile à soutenir. Pierre Mercier répare et fabrique des bijoux depuis 1976. Il connaît bien les risques du métier. Le soir du 8 septembre 2011, je suis parti avec un de mes copains à moto. On a été souper dans un restaurant de la région de Québec. Après notre soirée, il était environ peut-être minuit. Je suis arrivé chez nous, dans ma résidence, qui est adjacente à ma bijouterie. Tout avait de l'air paisible mais calme. J'ai rien remarqué d'anormal. Le temps de m'installer devant la télévision, soudainement, nos deux copains ont descendu l'escalier en toute vitesse avec les armes au poing. La surprise est totale pour Pierre Mercier, qui ne s'attendait pas à vivre une telle agression à l'intérieur de sa propre maison. Les braqueurs cagoulés et armés sont agressifs et semblent très nerveux. C'était plus facile pour ces cambrioleurs-là de choisir une petite bijouterie de quartier que quelque chose qui est plus visible, qui est plus éclairé dans un centre commercial, par exemple. Et dans ce secteur-là, en particulier de Saint-Jean-Chrysostome, ça fait en sorte qu'il y a moins de circulation le soir, il y a moins de témoins. Vu que c'est résidentiel, bien, les gens, la nuit, ils dorment, sont moins portés à surveiller l'extérieur. Les voleurs exigent du bijoutier sa montre, son cellulaire et ses clés de voiture. J'ai donné tout ce qu'ils voulaient. Là, c'était le bout stressant, on va dire, je crois, pour moi et pour eux. Donc, j'ai exécuté. Je possède moi-même des armes de poing parce que je suis membre d'un club de tir. Et puis, je suis capable ou en mesure de différencier un revolver à plomb, si on veut, d'un revolver réel. On n'a pas ici seulement à faire un petit vol habituel. Il était cagoulé, il était armé. On parle d'entrée par effraction, on parle d'invasion de domicile dans ce cas-là. D'après les voix, je voyais que c'était des personnes qui étaient quand même jeunes. Donc, je me suis dit, sont peut-être sous influence de drogue ou quelque chose. Donc, je suis mieux d'exécuter les ordres. Et puis, on va voir plus tard qu'est-ce qui va se passer. L'un des braqueurs est mineur et s'est laissé entraîner par le plus vieux, âgé d'environ 25 ans. Celui-ci est bien connu des policiers. Quand on parle du vol de la bijouterie Mercier, il y avait un leader dans ça. Il s'appelait Jonathan Dontigny. Jonathan Dontigny, malgré son jeune âge, avait quand même une feuille de route très garnie. Il avait déjà écopé de 2 ans et 10 mois d'emprisonnement pour des vols par effraction. Mais M. Dontigny a débuté par des crimes non violents, des crimes dans les vols en résidence, et rapidement, il a changé pour des crimes avec violence et une série de vols qualifiés alors qu'il était armé. Lors des événements, il était sous le contrôle du Service correctionnel canadien en liberté légale. Ici, on a affaire à des criminels à la petite semaine, c'est très visible. Ce sont des gens qui font des in and out en prison. Ils rentrent en prison 3 mois, 4 mois, et ils se font des contacts, ils rencontrent des plus vieux, ils raffinent leur méthode un peu, ils essaient encore de faire d'autres vols, et ça fonctionne des fois. Bon, puis ils deviennent plus sûrs d'eux-mêmes. Ils vont acquérir beaucoup plus de confiance. Et là, ça va les porter à faire des vols beaucoup plus audacieux. Les braqueurs savent très bien que Pierre Mercier n'est pas chez lui ce soir-là. Ils planifient un vol rapide, avec fuite en voiture, et une troisième complice les attend au volant.
Comme ça arrive dans ce genre de crime, on a un complice à l'extérieur. Et là, c'était la conjointe de l'un des braqueurs, Audrey Gagnon, dans la jeune vingtaine, qui, elle, faisait office de qu'on appelle ça dans le jargon du milieu, de poteau. Et c'est elle qui était dehors, qui attendait, qui surveillait les lieux et qui pensait probablement s'enfuir assez rapidement parce que le coup avait été prévu pour du in and out. On entre, on fait le coup, puis on ressort immédiatement. Ce genre de braquage est généralement planifié d'avance. Les voleurs doivent synchroniser leurs actions en fonction de la victime. Quelques jours avant de réaliser leur coup, les braqueurs ont observé M. Mercier entrer chez lui avec une boîte et ils ont probablement cru qu'il s'agissait d'un collier rempli de bijoux. Les voleurs m'avaient surveillé. Ils savaient que j'avais reçu un colis qui avait pour rapport à la bijouterie. Ils savaient que j'avais des employés. Ils savaient à quelle heure que j'entrais, pratiquement. Là, on m'avait surveillé. C'est probablement au cours de ce repérage qu'ils ont pu remarquer une fenêtre qui était ouverte de la résidence de M. Mercier et qui sont rentrés pour attendre M. Mercier. Mais ils ont probablement resté dans ma chambre tout ce temps, jusqu'à temps que j'arrive. Ils voulaient me prendre en otage parce que c'était pas possible pour eux autres d'être capables d'aller dans la bijouterie sans faire partir les alarmes. Et c'était pas question pour eux autres de pénétrer là sans mes codes d'accès. C'était plausible de faire ça rapidement, d'entrer, attendre M. Mercier lui-même, procéder tout de suite au vol et puis s'enfuir. Voilà la facilité du plan. Ils sont allés au plus simple, mais finalement, ils ont connu le plus compliqué. On m'a demandé, un coup attaché, d'enlever mon alarme et d'aller dans la bijouterie, ouvrir mon coffre-fort pour qu'ils puissent voler mes bijoux. Je leur ai expliqué que c'était impossible. Une minuterie qui fait qu'on ne peut pas ouvrir le coffre-fort. Le soir, on serre nos bijoux à l'intérieur et puis pour éviter justement un braquage ou quoi que ce soit, on place tout simplement une heure d'ouverture. Ce qui fait que le coffre-fort, même si la combinaison est faite, on ne peut pas l'ouvrir. Donc moi, j'avais dit à mes voleurs, je peux pas ouvrir mon coffre avant 9 h demain matin. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, c'était 8 h. Mais moi, je essayais de m'organiser pour les décourager. J'ai dit, vous avez 2 choix. Vous me gardez jusqu'à demain matin ou vous vous en allez. Les 2 braqueurs se retrouvent face à un difficile dilemme. Comment réagiront-ils? Pierre Mercier est victime d'un braquage à son domicile. Le coup prend une tournure inattendue lorsque le bijoutier annonce au voleur que le butin est enfermé dans un coffre muni d'une minuterie et que l'ouverture du coffre ne peut se faire avant le lendemain matin. J'avais vraiment pas le goût et l'envie de me faire vider. Moi, à l'époque, j'étais assuré pour un minimum qui me coûte quand même cher. Et j'ai expliqué aux voleurs dans la nuit qu'ils devraient s'en prendre à des plus gros, qui risquaient de mettre mon entreprise dans le trouble. Mais ils n'ont rien écouté, ils sont restés là. L'un des voleurs décide d'appeler par walkie-talkie la complice dehors qui fait le guet et de lui dire, regarde, on est ici pour la nuit. Peut-être qu'il serait mieux que tu partes, que tu t'en ailles. Et ce qu'elle fera. La perspective de passer la nuit avec les braqueurs inspire à Pierre Mercier une stratégie inusitée et plutôt risquée. Quand ils ont décidé de rester, moi, j'ai dit, ben là, on en a pour un 8 h. Donc, c'est bien de valeur, mais moi, je vais me prendre un verre de vin. C'est sûr que le leader n'était pas tout à fait d'accord. Mais je lui ai dit, tu veux-tu une bière? Tu veux-tu quelque chose? Et à ma surprise, il m'a dit, ah oui. Ben, j'ai dit, le frigidaire est là, puis va te chercher une bière. Alors mes 2 voleurs
sont partis chercher une bière. Mon but, c'était en fait aussi de leur offrir quelque chose, quitte à les saouler ou les mêler, ce qui pourrait peut-être me donner une chance de m'évader ou de me débarrasser d'eux autres. Comme il était pris pour passer plusieurs heures avec les deux criminels, on essaie de pas trop les bousculer. On essaie de pas trop soi-même les agresser et de rendre jusqu'au matin, quand même, sans dire la faire agréable, mais la rendre supportable humainement. Ça devenait peut-être un peu plus, je dirais presque friendly, parce que je commençais à prendre un peu le contrôle. Donc, la tension a tombé, on a pris un peu d'alcool, donc là, ça devenait un peu plus calme. Jusqu'à temps que mon fils arrive. Ce qui n'était pas prévu, je crois, dans leur plan. Vers 2 heures du matin, l'arrivée de Manuel, le fils de Pierre, change le cours des événements. La panique s'empare des deux braqueurs, qui se cachent en prenant bien soin d'avertir leurs victimes de ne rien tenter. Quand mon fils est entré, il était avec sa copine. Il m'a regardé, moi j'étais dans le divan, mais j'avais des menottes. Mais sur le coup, il n'a pas remarqué les menottes. Moi, j'essayais de faire signe, j'ai des menottes. Mais là, les deux voleurs ont sorti, ils ont vraiment menacé mon fils et puis sa copine avec leurs armes, en criant après eux autres de se coucher par terre. C'est sûr que la panique s'est installée. Mon fils criait, tirez pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, on s'est retrouvés, au lieu d'être 3 dans la résidence, on s'est retrouvés 5 personnes. Et ça change la donne. Parce que les dangers sont imminents pour les deux côtés. Les voleurs pour se faire prendre, mais aussi la victime pour se faire descendre. Dontigny et son complice cherchent à garder le contrôle de la situation et ligotent les deux nouveaux otages. C'est sûr que mon fils, lui, c'était le choc. Avoir un revolver par la figure, on va dire, se faire menacer, c'était vraiment la panique chez mon fils et sa copine. Après quelques minutes, les otages finissent par se calmer. Les cris cessent et les braqueurs reprennent le contrôle de la situation. Mais pour combien de temps encore? À plusieurs moments dans la nuit, en fait, j'aurais pu avoir des occasions de me défendre ou enfin, j'ai quand même des connaissances en karaté, kickboxing, quand même assez de self-control sur moi-même. J'ai eu plusieurs occasions où j'aurais pu profiter des moments d'inattention pour pouvoir soit m'évader ou au moins me débarrasser d'un des deux, puis après m'organiser avec le deuxième. Puis pendant un moment, ils ont, on va dire, relâché un peu leur attention sur moi. Puis j'en ai profité pour essayer de dissimuler un couteau. La pointe du couteau piquait dans le tissu. Ils se sont aperçus que j'essayais de mettre un couteau dans ma manche de gilet. Là, j'ai comme perdu leur confiance. On m'a ramené au divan. Et puis là, on a décidé de m'attacher les pieds. L'attente est longue pour les deux jeunes braqueurs, qui cherchent différents moyens pour tromper l'ennui. Le plus jeune des deux, il avait un cellulaire dans les mains tout le temps. Quand c'est devenu comme ça un peu plus relax, sans faire par exprès, il a tenu une touche de son cellulaire. Il était à côté de moi, puis il a dit « Hein, j'ai appelé le 911 ». Mais quand il a vu qu'il avait appelé le 911, il a ouvert le téléphone pour pouvoir extraire la batterie au lieu de l'éteindre. Mes deux voleurs sont devenus un peu plus nerveux. Les voitures de police passaient devant ma résidence. Et là, je crois qu'ils se sont dit, là, on prendra plus de chance. Le passage d'une voiture de patrouille dans la rue rend les jeunes braqueurs extrêmement nerveux. Ils décident de cacher les otages dans une chambre au sous-sol. Le reste de la nuit s'annonce long et pénible.
La nuit s'éternise chez Pierre Mercier. Le bijoutier est aux prises avec 2 braqueurs qui n'entendent pas repartir les mains vides. Après avoir composé le 911 par erreur, ils craignent d'être repérés par les policiers qui patrouillent le quartier. C'est un peu normal, je suis sur un boulevard commercial, et puis il passe quand même des patrouilles assez régulièrement. L'appel de très courte durée n'a pas été localisé. Et le passage des policiers sur la rue n'est que le fruit du hasard. Mais ça, les braqueurs l'ignorent. Et j'ai entendu les 2 voleurs parler entre eux. Leur stratégie, c'était d'attendre que mon employé arrive. Le délai de mon coffre-fort étant passé, il n'y avait plus besoin de moi. Et je me suis dit, bon, je peux pas laisser faire ça. Je leur dis, écoute, c'est pas vrai, mon coffre-fort, on peut l'ouvrir avant 9 h. J'aimais mieux le faire là, avant que mes employés arrivent, puis que ça dégénère, puis qu'on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Quand je leur ai dit qu'on pouvait ouvrir, là ça a été, bon, on part. Trop pressés d'empocher leur butin, les braqueurs choisissent de croire Pierre Mercier. Ils ordonnent au fils et sa copine de rester tranquillement sur place et ils emmènent Pierre toujours ligoté à la bijouterie. Un des voleurs a voulu casser des comptoirs de ma bijouterie parce qu'il y avait des choses qui l'intéressaient. J'ai dit au voleur, casse pas mes comptoirs pour rien. Tu vas m'occasionner des frais. J'ai dit, je vais te les débarrer. Alors, j'ai pris une clé pour débarrer les comptoirs, mais avec cette clé-là, il y a une télécommande pour une alarme. J'ai appuyé sur une alarme. Là, disons qu'il s'en est aperçu. La télécommande, moi, il m'a dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Fait que j'ai fait comme un mouvement brusque, puis la télécommande est partie, puis avec les clés. Là, j'ai dit quoi, j'ai rien fait. Là, il dit « Oui, je t'ai vu appuyer sur un bouton. » Non. Puis là, ça commençait à paniquer plus, là. Là, on m'a vraiment amené au coffre, puis débarre-moi ça, puis fais ça vite. Donc là, j'ai senti que vraiment la nervosité était montée. L'étau se resserre sur les braqueurs. Ils forcent le bijoutier à ouvrir son coffre sur le champ. Pierre Mercier n'a pas le choix de s'exécuter. À la minute que la porte du coffre-fort a été ouverte, ils m'ont demandé de redescendre dans la chambre avec mon fils et de rester là. Moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de briser les fameux rubans qui m'avaient attaché, puis ça a réussi. Donc, j'ai été capable d'ouvrir la fenêtre. J'ai demandé à mon fils de m'aider, puis j'ai dit que j'allais chercher 911, la police et compagnie, et de lui aussi s'en aller de là. Donc, je suis sorti et j'ai été chez le voisin. J'étais en communication avec le 911 chez mon voisin. Puis, à un moment donné, j'ai vu mon véhicule partir, donc j'ai avisé. Mon véhicule est parti, les voleurs viennent de partir, et puis ils ont pris telle direction. Donc, j'ai raccroché avec le 911. J'ai retourné à la maison pour constater que mon fils avait fait du compte le même chemin que moi. Ils avaient coupé leur lien, puis eux autres aussi étaient partis. Donc, c'est sûr que moi, j'étais soulagé au moins de voir qu'il n'était rien arrivé à mon fils. Puis je pense qu'il avait hâte de s'en aller aussi. Le véhicule de Pierre Mercier est retrouvé dans un stationnement à quelques rues de la bijouterie. Les braqueurs prennent la fuite à pied. Mais la cavale est de courte durée, car l'appel fait au 911 par le plus jeune des braqueurs donne à la police de précieux indices. On a relié le cellulaire à une Audrey Gagnon qui demeurait à Québec. On a réussi, par les informations, à la relier à un Jonathan Dontigny. On a réussi à obtenir une photo de service correctionnel et de là à le faire identifier. Un mois plus tard, la police mène une perquisition chez Audrey Gagnon. Les enquêteurs trouvent plusieurs objets liés au braquage qui serviront de preuve pour la mise en accusation. Donc, au cours de la perquisition, on a trouvé des éléments incriminants, c'est-à-dire il y avait environ 10 000 en argent. Puis il y avait une pièce aussi, une facture d'un magasin style surplus de l'armée, où est-ce qu'on avait des objets
qui avait été acheté servant au crime. Ça avait été acheté la veille. On parle de rubans, adhésifs, de menottes, de tie wrap, des choses comme ça. La valeur du butin emporté par les braqueurs s'élève à environ 50 000 $. J'ai subi des pertes financières importantes qui ont fait que, par après le fait, c'était beaucoup plus difficile. Ce qui a même fait que, par après, j'ai même vendu ma maison. Je ne demeure plus près de ma bijouterie. J'ai changé d'endroit. La vie n'est plus tout à fait la même. Disons qu'on met l'alarme la nuit, même si on est à la maison. Le moindre petit bruit, la moindre petite chose nous réveille. On devient beaucoup plus aux aguets, puis ça dort moins bien. Audrey Gagnon, conjointe de Dontigny, est condamnée à 90 jours de détention pour complot et vol. Le complice, mineur au moment des faits, écope d'une sentence réduite. Jonathan Dontigny, l'instigateur du braquage de la bijouterie Mercier, plaide coupable à 10 chefs d'accusation, dont complot, vol qualifié, introduction par effraction et séquestration. Il est condamné à 7 ans de prison. Wow, pas une maison derrière. Terrain de golf, c'était vraiment le fun. Ça sort du milieu urbain. Oh, quel drive! Incroyable! Dundee, trappeur urbain, vendredi 19h30. Sur Historia.